Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique qui est maintenant rendu avec 4000 auditeurs réguliers. Je comprends vraiment pas ce que vous trouvez à Vincent, mais bon, c'est correct. Là. Écoute, je suis une drogue dure. Ah. Pauvre gars. Il y a trop d'amour propre. Mais c'est correct. C'est grâce à cet ego-là qui embarque avec nous autres parce que. Bon, tu veux-tu continuer de m'insulter, là? Tu te sens mieux? Non, habituellement, c'est comme un classique d'ouverture. Là. Yann qui poive Vincent, Vincent qui poive Yann. C'est ça. Ça fait juste 10 minutes qu'on attend après toi, puis t'espères que je sois de bonne humeur quand on commence. 10 minutes qu'on attend. Attends une minute, je suis arrivé à E24, là, OK? Arrête il était 34. Oui, ben c'est pas ma faute si l'ordinateur avait besoin d'un petit restart à cause que votre Internet au Canada, il y a de la merde. Il n'y a pas une maudite fois que tu décolles ce podcast-là que ton ordinateur marche comme du monde. Même tu vis aux États-Unis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Yann. Des fois, c'est le micro. OK. Fait que là, on va ignorer Yann, comme on fait d'habitude. Puis, inquiétez-vous pas, les gens, Yann va récidiver pour faire dérailler le plan de match qui est quand même pas si élaboré que ça, parce que c'est un peu une leçon que j'ai retenue de ce podcast-là. Au début, vous autres, vous le savez pas, là, mais au début, je m'étais fait un fichier, là je notais des idées là-dedans, j'étais là, mec, si Vincent parle de ça, je vais le relancer là-dessus. Puis finalement, à la fin de chaque podcast, on n'avait jamais parlé de rien de ce que j'avais noté. Fait que j'ai juste arrêté de noter. Ben écoute, tant qu'à y être, on peut faire dérailler en commençant par le fait que peut-être que la raison que l'Internet ne fonctionne pas ici, c'est que je suis dans un État qui est plus proche de la Louisiane que le Québec et de la Louisiane. C'est peut-être ça. C'est peut-être parce que le Québec, géographiquement, est plus loin d'être la Louisiane. Donc, c'est comme un effet de ne pas être le tiers-monde des États-Unis. En quoi le Québec est mieux que la Louisiane? Absolument. Ben, écoute, sur plusieurs marges, le Québec, je veux dire, il y a des choses que clairement, il y a des avantages. Par exemple, l'écart salarial homme-femme est plus petit au Québec qu'en Louisiane. Il y a moins d'inégalités au Québec qu'en Louisiane. Puis tu le vois quand tu vas. Puis quand je parle d'inégalité, je parle vraiment de manière substantive, là, pas les trucs que les gens de l'IRIT se soucient. J'avoue que dans Bayou, ça a l'air d'être tough quand même. Oui, mais aussi les inégalités raciales à l'intérieur de l'État. C'est un État hautement corrompu, pas comme le Québec. Okay. Mais ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que malgré tout, Attends un peu, tu es en train de dire qu'il existe un État en Amérique du Nord qui est plus corrompu que le Québec? Ah oui, solide. Des indices de corruption pour la Louisiane, c'est absolument atroce. Ah ouais? Oui, la Louisiane, c'est laisser les bons temps rouler, là. Ça inclut des politiciens qui se graissent la patte. Mais tu sais, écoute, juste te donner un Fried image. chicken? Après Katrina, ça a pris un nombre assez long d'années pour faire la reconstruction. Alors que tu compares avec d'autres ouragans dans des États qui sont, par exemple, plus proches. Le Texas est un bon exemple, qui ont des désastres qui parfois étaient comparables et la vitesse de reconstruction était beaucoup plus rapide que celle de la Louisiane, dans laquelle il y a eu beaucoup de barrières qui ont été mises, beaucoup d'appropriation de fonds publics par le processus politique. Et puis on a donné de l'argent énormément à Louisiane. Oui, c'était assez atroce. Puis je veux dire, aussi, l'ampleur du problème en Louisiane était en grand lien au fait que l'État là-bas était supposé faire certains investissements. C'est ce que tu pourrais appeler des biens publics de base, comme le contrôle des digues, sous-investissement chronique pendant plusieurs années. Donc, la Louisiane, c'est un des États clairement au bas de la distribution aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que malgré tout ça, la Louisiane est plus riche que le Québec. En fait, tu me donnes envie. J'ai mal au cœur quand tu me le dis. Ben, c'est surtout que les affaires de trucs sous-investis puis des infrastructures un peu décrissées, on dirait que ça ne me surprend pas d'apprendre ça de la Louisiane vu le portrait politique qu'il y a là-bas. Puis, je pense. Mais de savoir qu'ici, malgré le gouvernement obèse qu'on a, on a ce même genre de problème-là. Ben, c'est ça qui est un petit peu décourageant. Tu veux-tu que je te déprime encore plus? Ah ouais, vas-y donc. Achève-moi. Pour le fun, là, j'ai pris le. T'es loin de ton balcon, Frank? Ouais, je suis correct. Pour le fun, là, je viens de prendre le revenu médian des ménages en Louisiane selon l'ethnicité. Donc, les Afro-Américains
En Louisiane, le revenu médian, c'est 34 000 OK. US. Ça arrive à C'est 40. faible. Oui. Au Québec, ça arrive à 43 au Québec. Revenu médian, Québec, ménage. Le revenu médian au Québec, c'est 63 000. Oui, c'est ça. Revenu médian au Québec, 63 000. Donc, te donner une idée, là, c'est la différence, c'est pas gigantesque en faveur du Québec. Là. Donc, puis je compare avec le groupe le plus désavantagé. Là. C'est ça, là, tu prends la Louisiane noire, non pas la Louisiane. Yep, je prends la Louisiane noire, donc la minorité noire en Louisiane est juste un petit peu plus riche qu'au Québec, puis dans les définitions, il y a des différences. Donc, celle que je te regarde, c'est pour le Québec, le chiffre que j'ai, c'est ce qu'on appelle ajusté pour la taille du ménage, parce que des fois, tu Ouais. as des économies d'échelle dans le ménage. Fait que tu divises par la racine carrée du nombre de personnes dans le ménage. Alors que le chiffre que j'ai pour la Louisiane, c'est celui qui n'est pas ajusté. Donc, tu divises par le nombre de personnes par. Tu prends juste le revenu du ménage, il n'y a aucun ajustement qui est fait. Donc, la Louisiane est encore un petit peu meilleure que ça. Puis là, tu compares les deux. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez déprimant de dire que le groupe le plus pauvre des États-Unis, en Louisiane, performe peut-être un petit peu mieux que le Québec dans sa médiane. Puis écoute, j'ai un autre chiffre ici. Là, puis en plus, je regarde parce que je continue de faire la recherche en même temps. Il y en a un autre pour la même année avec une définition un petit peu plus différente. Le chiffre est un petit peu plus élevé. Il est à 39 000. Si tu le mets à 39 000, tu arrives à 50 000 Canadiens à peu près au taux de change. Ça, ça ne tient pas compte de la parité des pouvoirs d'achat. Ajoute la parité des pouvoirs d'achat, puis c'est une quasi-égalité quand tu compares. Donc, c'est Toujours la assez. Louisiane noire quand tu parles de ça? Oui, je parle toujours de la Louisiane noire. Donc, l'idée, c'est on va comparer le bas de la distribution avec la médiane de notre distribution ici. C'est quand même assez déprimant de réaliser que la Louisiane, c'est vraiment qui est quand même au bas de l'échelle aux États-Unis et Puis on s'entend, plus ou moins on par avec le Québec. quand on s'imagine la Louisiane pauvre, parce que c'est un peu ça qu'on a en tête, c'est une image, ben c'est ça qu'on pense. On pense la personne de Louisiane qui est de couleur noire, effectivement, qui vit dans le bayou, qui a le petit shack dans le fond. Tu sais, c'est ça l'image. Je sais que c'est pas généralisé, là, tout le monde comprend ce game-là, mais ça, c'est l'image qu'on a généralement. Sauf que là, si tu nous parles de chiffres de la Louisiane en général, donc toute classe démographique confondue, le Québec n'est pas proche. Là. Non, mais vraiment pas. En fait, que je l'ai ici, là. PIB per capita là, pour les gens. PIB per capita, Québec, 2019, 42 000. Donc là, on essaie d'enlever le plus possible. Louisiane, 55 213. Et... Fait que tu sais, c'est quand même Hey, impressionnant mais de dire 42 que 000, ça en fait beaucoup, ça, de gens à problème, parce que François Legault, c'était quoi? C'était en bas de 54 000, il veut pas te voir. C'était Ça, quoi c'est les déjà? salaires. c'est les salaires. Ouais. Ah, mais quand même. Ouais, mais lui, Ouais. pour lui, salaire, revenu, tout ça, c'est la même affaire. Là. Ouais, pour François Legault, PIB par habitant puis salaire par habitant, ça doit être pas mal la même chose. Ben, je serais curieux d'y poser la question. On va être franc là, avec les dernières déclarations qu'il a faites. Là. On pourrait être surpris de la réponse. OK. Puis juste pour te dire, là c'est les chiffres que je regarde, c'est pour 2012, en dollars de 2012 pour 2019. La Louisiane est à peu près à 90% du niveau moyen des États-Unis. Donc, c'est au bas de l'échelle. Non, elle n'est pas. Elle est un petit peu. Mettons, c'est comme tu es dans le. T'es pas dans le bottom 10, mais tu es proche. Ouais. T'es genre. C'est quoi qui reste comme 11e. État plus pauvre? Il reste Mississippi. Mississippi. Mississippi, Arkansas, West Virginia, Idaho, j'y crois pas. Par contre, il y a quelque chose de weird dans ces chiffres-là. Alabama, South Carolina, Kentucky, Maine. Le Maine, ça ne me surprend pas pantoute. J'ai vécu là pendant un bout. C'est beaucoup plus pauvre que je m'attendais. Montana, Nouveau-Mexique, Louisiane. OK. Fait que c'est moins pire qu'on pense, la Louisiane.
c'est moins pire qu'on pense, mais malgré tout ça, c'est quand même pas. En fait, je pense que l'État qui est le plus proche du Québec, dans les chiffres que j'ai, là, Mississippi, ben c'est toujours le plus pauvre aux États-Unis. Puis il y a une expression aux États-Unis que j'aime bien gros, c'était qui résume énormément, qui est Thank God for Mississippi. Parce que ça fait en sorte que n'importe qui a une mauvaise performance dans quelque chose peut dire Thank God for Mississippi, I'm not last. Parce que le Mississippi est toujours dernier dans tout. Ouais, mais je veux dire, ils peuvent au moins se vanter qu'ils ont créé le blues. Oui, mais encore une fois, on a déjà eu cette conversation-là. C'est pas parce que tu as créé. C'est un positif contre la différence. Écoute. Ouais, mais je prends le blues over les rigodons. Là, tu sais, Ah ouais, let it jument. Mais là, les gars. Je vais te déprimer comme faux. PIB per capita Québec, le chiffre que j'ai est à peu près 2000$ plus bas que celui du Mississippi. Mais... Non, le Mississippi, c'est pas une place pauvre globalement. Mais dans le groupe des gens riches, le Mississippi, c'est comme le pauvre. Ils sont méprisés aux États-Unis, le Mississippi, en termes de richesse. Là. Bon, on aime ça. Il y a bien des jokes qui se fait sur eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit le genre. Mais là, les gars, vous n'êtes que dans le froid calcul. L'important dans tout ça, d'être heureux. C'est pas. Ouais, l'important, c'est d'être heureux. Et la condition pour être heureux, c'est d'avoir conservé sa langue et son patrimoine. T'sais, c'est bien beau là, que les Louisianais ont un revenu moyen plus élevé que le nôtre, mais ils ont été dépossédés de leur culture et de leur langue. Donc, c'est quand même nous qui est mieux placés là, dans toute cette histoire-là. C'est pour ça qu'il faut prendre les actions nécessaires pour ne pas, d'ici bientôt, inévitablement, être la Louisiane. Bon, écoute, je trouve ça tellement ridicule, cette affaire-là. Premièrement, ça me fait tellement chier. Parce que ça établit l'idée qu'il y a comme un conflit entre. Non, mais le pire, c'est que tu dis ça pour rire d'eux autres, mais il y en a vraiment que. Ah oui, ils sont sûrs que c'est vrai. Là. Push comme to shove, ils vont dire exactement ce que tu as dit de manière sarcastique. Mais ils vont le dire sérieusement. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Mais il y a une espèce d'idée d'une opposition entre. Mais là, on peut sacrifier un peu de croissance économique pour encourager, le français. Mais ils ne comprennent pas que la croissance économique, ça fait comme 50 000 fois que je le dis, la croissance économique, c'est probablement la meilleure manière d'augmenter la vitalité du français. Parce que ce que tu veux, c'est que si la communauté française est économiquement dynamique, tu augmentes le taux de rendement d'apprendre le français. Parce que puis il y a juste des nationalistes pour ne pas comprendre ça. Là. La langue, c'est un capital humain. La raison pour laquelle les gens décident d'apprendre une langue par-dessus toutes les autres langues qu'ils veulent apprendre, généralement, c'est parce qu'ils estiment que le taux de rendement sur cette langue-là, ça peut être pour des raisons émotionnelles, parce que tu veux cruiser en espagnol, disons, ou ça peut être pour des raisons affectives, parce que tu as une blonde qui est allemande. Il dit ça, c'est sûr qu'il l'a essayé. Non, j'ai jamais. Je parle juste 2 langues. Je parle un peu l'allemand. Pas d'italien un petit peu? Non, vraiment pas. Je suis capable de comprendre. 0, je l'ai perdu depuis que je suis petit. Je l'ai parlé une fois dans ma vie, mais j'étais enfant, puis ça a complètement disparu. Mais je comprends quand des Italiens me parlent, je suis capable d'interpoler, faire assez d'interpolation pour comprendre qu'est-ce qu'on me dit plus ou moins. Là. Pas dire que je comprends les mots, mais j'ai compris le paramètre de la conversation. Ouais. Mais je ne suis pas capable de répondre. Mais des belles entreprises francophones dynamiques, c'est ça qui permet à la langue française d'être revitalisée. Fait que tous les nouveaux entrepreneurs qui s'en viennent et qui veulent s'ouvrir des distilleries avec un produit à 9,95 qui est vendu 40$ en tablette, là. J'ai aucune idée de qui tu parles. Bonne chance. Non, c'est un article qui m'a frappé cette semaine quand on a parlé, moi puis Frank, puis je lançais l'idée, mais je sais que tu as été proche du milieu de l'alcool de par ta famille au Québec, mais quand tu voyais les chiffres dans l'article, sérieusement, là, je trouvais ça gênant, première des choses. Puis je trouvais que ça l'expliquait tellement le marasme économique qu'on a au Québec. Puis malgré tout, j'ai l'impression qu'on est peut-être 5 ou 6 personnes à s'en rendre compte au Québec en même temps. Ben non, parce que tu sais ce qu'ils vont te dire. Regarde, je reprends mon ton de tantôt, mais imaginez que je ne suis pas ironique en le faisant, parce qu'il y a des gens qui vont dire ça. Oui, mais monsieur Sénéchal et monsieur Geloso, cet argent-là, là, des
des produits qui sont vendus, certes, peut-être un peu plus cher qu'ailleurs, à peine. Ça va dans le panier de services des Québécois et les Québécois sont d'accord avec des services bien garnis qui viennent réduire les inégalités sociales. Vous êtes contre ça, vous, Monsieur Ouais. Sénéchal? Puis je l'ai entendu 1000 fois, ce discours complètement éculé, pour ne pas dire enculé, là. Donc, il y a des gens qui croient à ça, là. À chaque fois que je fais des parodies de même, ça a l'air d'une parodie, mais il y a des gens qui disent ça, là. Ils sont convaincus de ça. Ah ouais, ben, je vais vendre quelque chose qui vaut 10$, 55$, puis il n'y a pas de problème, c'est pas grave. De toute façon, l'argent va au gouvernement, puis ils Ouais, vont mais payer des CPE avec ça. si les gens qui croyaient à ça, c'était du monde pas de dentier qui prennent du café puis des refils au Tim Hortons, je dirais pas, là. Mais c'est du monde qui écrivent dans le journal, là. Ils sont capables de faire un texte de 500 mots sans faire de faute dedans, là. Qui pensent des affaires de même. Ça me fascine. Non, mais écoute, les capacités, écoute, plus. Puis j'en viens à croire avec le temps qui passe que plus tu as des capacités analytiques, plus tu es forcé de faire des nuances qui ne sont pas communicables en 500 mots. Puis c'est pas facile de communiquer des idées complexes de manière récurrente, là, avec une base quotidienne ou hebdomadaire. Non, il s'agit juste de trouver des collègues podcasteurs qui te laissent parler pendant 5 minutes d'affilée. Oui, mais tu remarqueras que si je ne pourrais pas écrire ce qu'on dit dans un journal, c'est vraiment une conversation en disant, je pense dans telle source, tu pourrais trouver la réponse. Puis tu sais, on dit souvent, ben regarde, laisse-moi double-checker, puis on fait ça live on the spot, mais tu remarqueras que, c'est 1h30 qu'on passe à faire ça, mais peaufiner, expliquer sur papier, c'est pas facile. Puis il faut vraiment, je pense que pour écrire, avec quelques exceptions, je pense genre à Mathieu Bock-Côté, qui, lui, je pense qu'il est capable vraiment de dire des idées complexes simplement. Mais la plupart des gens qui font du média, selon moi, c'est des gens qui doivent être capables de faire, pas juste abstraction des nuances, mais abstraction des choses que si tu leur disais, tu t'assoyais avec eux, tu leur disais comme, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Il dirait c'est très raisonnable, mais je vais l'oublier parce que je suis convaincu. Parce que honnêtement, là, je les lis puis j'ai plus l'impression de lire des zélés qui ne font que confirmer leurs priors puis qui ne sont pas capables de repondérer les choses après découvrir de l'information. J'ai plus l'impression que c'est des gens qui vont chercher la pièce qui a l'air de confirmer un petit peu ce qu'ils veulent. Ils vont après ça le sortir dans un article puis faire un coup de gueule contre X ou Y sans penser à ça. C'est exactement ça. Je pense que l'édito que Simon Rochelot a fait avec Frank cette semaine nous le montrait quand même pas mal, là. Comment un article de Radio-Canada avec lequel il était en désaccord, qui exprimait à l'Ombudsman son désaccord, tout ça, puis le genre de réponse vraiment poche qu'on lui a offert, tu fais OK, tu sais, ils veulent pas argumenter parce qu'ils peuvent pas argumenter à la base de toute façon. Puis c'est du militantisme plus qu'autre chose. Mathieu Bock-Côté, je sais que tu l'admets par contre, mais il prépare Mage 2.0. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec lui que j'ai Fais attention. Non, mais Il est machiavélique. Il est machiavélique. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec lui sur des affaires que je peux pas m'empêcher Non, de l'admirer un peu. Mais je me passerais de l'épisode 2.0 du Lac Mage, puis je me passerais aussi de l'épisode 2.0 de la Charte des valeurs qui était quand même derrière ça un peu, lui, de son côté. On peut-tu lâcher ces sujets-là, là, le temps d'une élection? Là? Ce serait le fun. Là. Je commence à plus être capable. Là. Non, mais c'est la seule manière que la CAQ peut survivre. Au Québec, tu peux pas gagner. Là, ils sont à 46 %. Ouais, ils sont à 46 %. Non, mais c'est endogène aux positions qu'ils prennent. Là. Ils sont à 46 % parce qu'ils jouent la carte du nationalisme et que le PQ est en train de s'effondrer. Parce que les gens ne veulent pas la souveraineté, mais ils ne veulent pas le non-nationalisme. Non, mais c'est plus simple que ça. Ils sont à 46 % parce que les autres sont nuls à chier. Là. C'est ça la réalité. Là. Mais c'est pas monocausal non plus. Là. Ouais, mais si je veux dire, si tu avais un parti libéral qui avait fait autre chose que pomper le nœud du gouvernement dans les 2 dernières années avec un ou une chef efficace, il serait probablement à 30-32 %. Il dit ça bien sérieusement. Mais non, je pense pas. Je pense, honnêtement, juste la dernière décennie d'histoire du Parti libéral. Non, mais les libéraux, Vincent, ils étaient genre à 25 % avec Pierre Arcan. Là. Le gars, il a aucun... charisme. Je veux dire, j'ai rien contre lui, là, mais le gars, il a le charisme d'une nuit. Oui, mais la différence statistiquement significative entre
le 18 de Dominique Anglade et le 25 de Pierre Arcan, je te garantis que c'est littéralement pas statistiquement significatif comme différence, étant donné la marge entre les sondages. Écoute, c'est tout à fait possible que le PLQ finisse à 25 comme il pourrait finir à 15, mais à 15, OK, fine, c'est une échappée. Elle l'a échappé. À 15, on peut enclencher le plan de prise de contrôle du Parti libéral du Québec par Vincent Gelozo. Oui, absolument. Absolument ça. Je pense qu'il faut le faire. Mais le but, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on prend. Si le Parti libéral se fait rincer, on se présente au leadership, mais pas pour objectif de diriger le parti ou de faire quelque chose, mais de faire en sorte que le nom ne peut plus être utilisé. Le mot libéral puisse maintenant être réservé à des gens qui sont vraiment des libéraux, pas des gens qui disent le libéralisme au Québec, c'est des traversiers gratuits. Ouais, ou la nationalisation de l'hydrogène. Sérieusement, là, je m'excuse, mais tu sais, à la limite, il y a comme 10 ans, quand le Parti libéral disait on essaye de faire l'équilibre entre social-démocratie puis une économie de marché, puis on pense qu'il ne faut pas trop d'intervention, il faut créer la richesse pour la redistribuer. J'étais comme OK, c'est le libéralisme de gauche, là. Vas-y là, avec ça. Je pense que c'est un bâtard puis que c'est pas du tout valide comme point de vue, mais c'est pas non plus complètement débile. Mais maintenant, c'est comme non, fuck le libéralisme économique, on va juste être libéral social. En même temps, on sous-estime aussi la prime COVID qu'a eu la majorité des gouvernements. Tu le vois dans le monde, on l'a vu avec Macron, on l'a vu en Angleterre, tu le vois un petit peu partout. Là. La majorité des gouvernements ont été récompensés pour leur gestion sécuritaire. De la pandémie. Ça a fait plaisir aux personnes âgées, ça a fait plaisir. Tu vois, Doug Ford est en voie d'avoir la Kenney a sauté pareil. Oui, mais justement, ça a été un des moins pires au Canada en termes de mesures de confinement, puis ça y a été énormément reproché, ça. C'est vrai. Donc, en fait, Jason Kenney a voulu avoir le cul assis entre deux chaises, mais il a déplu aux confineurs et il a déplu aux gens qui étaient contre ou plutôt hostiles au confinement. Donc, en fait, là, il est attaqué des deux bords. Il est attaqué par sa droite puis par sa gauche, puis là, ben, il est obligé de s'en aller. Puis, t'as Ford qui a réussi de son côté. Il était mal enligné, il était trop lousse au début. Il a finalement viré sur le top comme les autres, puis il a fini par réaligner ses affaires. Mais là, avant que Vincent chiale que j'ai encore dévié le sujet, là, c'est zéro de ma faute. Ce coup-ci, là, ça fait 22 minutes. De quoi tu parles là aujourd'hui? Ça fait 22 minutes que tu es en introduction. Là. Non, mais écoute, on a laissé suivre de l'actualité avec la Louisiane. Ça suit très, très bien. Puis après ça, on parle des sujets d'actualité au Québec. Là. Excusez, juste non, c'est ça. C'est à cause de toi, ça. Okay. Ah ouais. Regarde, Ontario, 99% de chances de gagner, prédiction de 72 sièges contre 28 au NPD. Ça va être une victoire. En tout cas, si les sondages ont raison, les agrégateurs de sondages, parce que je suis surtout close to call. Les agrégateurs, c'est pas pire. Doug Ford s'enligne pour une victoire sans aucune contestation. Ça va être un gouvernement majoritaire. C'est dans pas long, hein? L'Ontario, c'était mois de juin. C'est là. C'est ce soir. C'est ce soir? C'est le 2 juin. Je pense. Ben ouais, c'est ça, c'est aujourd'hui, en fait. Ben là, c'est aujourd'hui. En fait, là, les jeunes nous écoutent, ils sont comme pourquoi ils parlent de ça? C'est déjà fini. Mais il faut. Check les clowns. Je pensais vraiment que le gros Ford il avait une chance. C'est l'NPD qui a gagné. C'est ça. On aurait vraiment de l'air à des cons. Mais c'est sûr que tu peux toujours avoir des surprises le jour de l'élection. Il y en avait eu une surprise en Ontario dans les années 90. Bob Ray. Quand Bob Ray avait gagné, il n'y a personne. Il y avait même, c'est le monsieur qui saute tout nu dans un lac, ça? Avec Jean-René Dufort, je pense. Attends un peu, là. Ouais. Voyons, j'ai pas inventé ça. Là. J'ai comme pas envie que dans mon historique Internet, il y ait Bob Ray. Moi, je peux essayer de trouver ça. Non, il me semble que je le vois là, sauter tout nu au bout d'un lac, au bout d'un quai sur un lac avec Jean-René Dufort. Ou quelque chose de même. Tu m'as fait mal à la tête, là. Je suis sûr que j'ai pas inventé ça. Là. Écoute, je regarde les sondages de. Fait que là, juste pour les auditeurs, en 90, le NPD avait gagné avec 37% du vote. Les libéraux étaient juste derrière à 32%, puis les Progressive Conservatives à 24%. Le sondage. Nude, puis tu vas l'avoir. non, je veux pas. Mais c'est ça, je refuse de. En tout cas, moi, il est dans mon historique Internet. Là.
Écoute, le dernier C'était sondage, pas Jean-René Dufort, c'était Rick Mercer. je ne vais pas savoir, mais le dernier sondage avant l'élection, écoute bien la différence. 40% pour les Rick Mercer libéraux. wants jump naked into a lake with Bob Ray. Ouais, non, je ne suis pas sûr. Écoute, le sondage avant l'élection, le dernier sondage avant l'élection, libéraux à 40, NPD à 34, 23 pour les Progressive Conservatives. Puis finalement, ça a fini complètement à l'inverse. Fait que des surprises, ça arrive, là, puis c'est quand même un gros flip qu'il y a dans les trucs. Fait que je dirais pas impossible, là. Hey, Bob Ray a écrit en 2014 My reputation is being destroyed by nude pics of me and a guy called Rick Mercer. It was a time of experimentation in my life. My God. Mais ouais, bon, sa réputation a été détruite. Ça a été détruit par son mandat aussi, il faut ça dire. Mais écoute, moi, je me souviens, dans le temps, malheureusement, je faisais de la politique. Mais il y avait... On a eu Mike Harris grâce à Bob Ray, quand même. Oui, effectivement. Mais il y avait, quand il se présentait au leadership des libéraux, 2006, j'ai envie de dire, quand Stéphane Dion avait gagné, Ouais. il y avait un beau macaron qui était écrit pour Bob Ray, mais les conservateurs allaient à la convention des libéraux et ils allaient pour troller les libéraux. Et il y avait des macarons. C'est bon, quand tu te présentais d'une convention ennemie. Oui, c'était pour troller, mais il y avait des macarons qui distribuaient, qui étaient écrits Bob Ray, Taking Canada in a New Direction. Puis, t'as un graphique d'une récession qui commence. Puis, c'était ça. Là. Puis, il y avait des affaires. Écoute, les conservateurs étaient vraiment des experts du salissage, puis ils le sont toujours. Il y avait, tu sais, Michael Ignatieff.me. Pour l'adresse est enregistrée au Monténégro, mais l'acronyme pour Monténégro, c'est ME. Donc, michaelignatieff.me. Puis, it's not about you, it's about him. Puis, c'était vraiment, ils étaient sauvages, là, les conservateurs avec Ignatieff puis avec Ray. Ça aurait été, honnêtement, si ça avait été Bob Ray encore en 2015 au lieu de Trudeau, ça aurait fini avec Tom Mulcair comme premier ministre. Hey boy. Oh my God. Sure. Ouais, ça c'est... Ben malgré, on a Trudeau, tu sais, c'est peut-être être pire. Never wish. Never wish. Never wish. Ça, c'est quand même très drôle. Dans la série des trucs qui font que des gens sont au bout de leur chaîne, parce que ça arrive quand même assez souvent là, dans l'actualité de ce temps-là, il y a le travail des enfants, Vincent. Et là, évidemment, on a une de tes préférées là, qui est au centre de ça, c'est-à-dire Marois Risky, mais aussi le monsieur, comment il s'appelle? Je l'avais quelque part ici. Jean Boulet. Oui, le monsieur avec les cheveux frisés, là, Jean Boulet. Donc, lui et Marois Risky et plein d'autres là, sont inquiets. Là, je ne sais pas, ils sont peut-être allés dans une quincaillerie. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas l'air d'avoir 14-15 ans qui les a servis, je ne sais pas trop. Là. Fait que, bref, dans le fond, il y a des enfants qui travaillent et ça, semble-t-il, c'est un gros fléau de société. Là. Moi, mes enfants me demandent de travailler. En fait, je les ai engagés l'année passée comme tondeurs de pelouse. Ils ont acheté la tondeuse eux-mêmes et ils m'ont fait une tarification pour des jeunes qui fournissent leur propre équipement. Fait que je les paye 25$ la tonde parce qu'ils ont acheté la tondeuse. Donc, c'est eux autres qui fournissent l'équipement. C'est mes déneigeurs aussi l'hiver. Je les ai engagés pour ça. Au lieu de payer un gars qui vient faire le déneigement, j'ai engagé mes fils. Puis là, le plus vieux, il a 12 ans. Il a commencé à arbitrer cet été. Puis le plus jeune, qui a 11 ans, il voulait marquer. Puis Baseball Québec refuse parce que ça prend 12 ans minimum pour être sur le site. Mais il y a quand même déjà deux games de marquer présentement parce qu'il en manque. Puis lui, il sait comment faire. J'y ai montré comment faire. Puis il veut le faire. Fait que 25$ la game à 12 ans pour des games d'une heure et demie à peu près. Mais tu vois, tu viens de le dire. 11 ans. Il veut le faire. Ben oui, il veut le faire. À chaque fois que moi j'entends parler de ce débat-là, il n'y a jamais la question là-dedans de la liberté et de la volonté. Un jeune qui veut travailler, peu importe l'âge qu'il a, il devrait avoir le droit de le faire. Par contre, prendre un enfant et le faire travailler de force pour arrondir les fins de mois, ça, c'est autre chose. Mais on dirait personne qui fait ça. Ben oui, mais je le sais que personne ne fait ça ici. Mais on dirait qu'on mélange ces choses-là ensemble comme pour donner l'impression de...
Quand tu vois ça, des titres comme ça, là, le travail des enfants de 11 ans au travail, tu as l'impression qu'il y a des gens qui prennent des enfants de force pour les faire travailler. Ben voyons. OK. Attendez une seconde. Il y a un paquet d'affaires à démystifier avec ça. Il faut enlever un mythe que les gens ont dans leur tête. Là. Le premier lien que je viens de t'envoyer, c'est un article scientifique qui est très connu en histoire économique. Puis ça essaie de départager qu'est-ce qui causait quoi dans le déclin des enfants. Est-ce que c'est le déclin du travail des enfants? Est-ce que c'était les lois qui déterminent le déclin ou est-ce que c'est la richesse? Puis elle, ce qu'elle trouve, c'est que les minimum age limit, donc l'âge minimum de travailler, avaient un effet absolument minime sur la chose. Et quand tu évalues, en fait, qu'est-ce qui causait les lois étaient beaucoup plus causées par des déclins précédents dans le travail des enfants. Donc, c'est-à-dire que... C'est tout le temps ça. Ils sont arrivés après coup. Oui, mais les lois étaient plus réactives que proactives. Surprise. Effectivement. Mais là, il faut que tu mettes ça. La première chose qu'il faut noter, c'est que le rôle de l'État dans la tendance du travail des enfants est à peu près négligeable. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu considères uniquement les variables économiques qui sont pertinentes. Moi, je vais te dire une affaire. Si vous voulez que mes enfants arrêtent de travailler, arrangez-vous donc que l'école soit un peu plus tough. Ben, écoute, parce qu'ils ont du temps libre, c'est pas pour rien. Là. Mais l'autre chose, il y a une chose à souligner. Le International Labour Organization, qui est le truc des Nations Unies, ont un graphique qui est super connu pour les économistes, mais vraiment qu'aucun journaliste a été capable de lire ou même a eu la curiosité de lire. Il est très, très simple, le graphique. Je viens de l'envoyer à Frank. Mais en gros, ce qu'il montre, c'est à partir de quel âge, puis selon quel type de travail, tu devrais empêcher des enfants de travailler, selon certains standards qui ont l'air d'être liés à la performance scolaire, à les dommages pour la santé future. Puis généralement, il y a un consensus qu'en bas de 12 ans, tu ne devrais pas travailler, point barre. Mais à partir de 12 ans, du travail léger commence à être possible. Entre 12 et 15, tu devrais interdire ce qui est le non-hazardous, mais qui est demandant physiquement en termes de travail. Ramasser des roches. Ramasser des roches, travailler dans une usine comme soudeur, des jobs physiquement demandants qui vont avoir un effet sur la santé future et sur la performance scolaire parce que la personne est juste épuisée physiquement, n'a pas la capacité après ça de s'asseoir en classe. Et là, tu peux comprendre que, selon le type de travail, tu pourrais interdire certains trucs. Mais même là, même cette idée-là est un peu... Parce que là, ici, ça laisse la place, disons, à quelques heures semaine à des enfants d'acquérir une expérience, de développer quelque chose dans certaines mesures, dans l'ordre du raisonnable. Là. Donc, il faut s'imaginer qu'on ne veut pas qu'un enfant de 12 ans travaille 40 heures semaine, mais 2 ou 3 heures dans des tâches comme livrer des journaux aux maisons. C'est tout à fait dans l'ordre. Garder un autre enfant. Garder un autre enfant, c'est dans l'ordre parfaitement du très raisonnable. Mais même là, je vais y aller encore plus radical comme économiste. Nulle part dans l'article, est-ce qu'ils nous disent c'est quoi le salaire et c'est quoi les heures? Cherche dans l'article, ils ne disent pas c'est quoi le salaire. Si l'enfant se faisait, mettons là, on va exagérer, il se fait offrir 35$ de l'heure. Je veux dire, je m'excuse, mais ça devrait te dire de quoi sur, l'état de l'économie en général, mais aussi sur est-ce que vraiment c'est de l'exploitation, c'est de l'abus? Est-ce que vraiment ça va décourager la poursuite scolaire à toute fin pratique, même si ça augmente le revenu disponible puis que l'enfant en épargne une partie, ça peut augmenter la persistance parce que ça finance des études supérieures. Ça se peut-tu aussi que ce ne soit pas de vos crises d'affaires? Moi, comme parent, là, je sais c'est quoi la performance scolaire de mon enfant, je sais c'est quoi son temps disponible, je sais c'est quoi son état de fatigue, puis je sais c'est quoi aussi ses capacités. Mon but, là, on s'entend-tu, mon but de faire travailler mes enfants est très, très, très loin d'un but mercantile. Quand je vois mon enfant gagner de l'argent, je ne suis pas en train d'en épargner dans ma tête. C'est pas ça le point. Là. Non, quand je vois mon enfant en train de gagner de l'argent, il est en train de faire plusieurs choses. Il est en train d'acquérir des skills de fiabilité, des skills techniques. Il est en train aussi d'acquérir des skills de planification de son horaire.
il est en train d'acquérir des skills de gestion financière pour gérer son argent, puis de prendre des décisions de dépenses par après, de gérer un budget, dépenser moins que ce qu'il gagne, des choses comme ça. C'est vraiment, un enfant qui est nourri, logé, c'est extrêmement facile de lui enseigner l'épargne. Puis si tu es capable d'épargner entre 12 et 18 ans, tandis que tu es nourri, logé chez tes parents, penses-tu vraiment qu'à 24, 27, 30 ans, tu ne seras pas capable d'épargner? Tu vas être capable d'épargner aussi. Mais... Ah non, mais écoute, je veux juste vous lire un bout de l'article de Radio-Canada, là, puis j'essaie de comprendre le problème, puis je le vois pas. Là. On parle d'Amanda, c'est une jeune fille qui travaille au restaurant de son père, elle a 12 ans. Là, je cite l'article, c'est elle qui a demandé à travailler, explique son père. Elle a de bonnes notes, on sait qu'elle adore apprendre. Si ses notes en pâtissent, elle va arrêter. Mais Ben là, oui. elles n'ont pas baissé. Elle avoue sa joie de gagner en autonomie et d'apprendre de nouvelles choses. Elle a aussi appris à faire abstraction des remarques de certains clients, bon, blablabla. Là, parce que quand tu vois l'article, tu te dis, bon, ben là, je ne sais pas trop, là, il y a des enfants qui sont exploités, mais je veux dire, Qui si la jeune l'exploitant fille là-dedans? veut travailler avec son père, puis je suis pas mal sûr que la majorité des gens qui nous écoutent l'ont déjà voulu suivre leurs parents pour les accompagner dans ce qu'ils faisaient. Je me souviens quand j'étais petit, moi, mon père travaillait dans un bar pour arrondir les fins de mois. J'adorais ça, y aller avec lui. Puis là, j'y aidais à démêler des fils pour brancher des trucs. Tu sais, c'est comme ça que tu apprends un peu, tu t'intéresses à certaines choses, puis tu apprends. C'est sûr que si tu lis l'article, tu te dis, ben, son père, là, il a dit là, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes travailler 8 heures par jour au restaurant, c'est une affaire. Mais là, Ouais, c'est Mais ça elle qui n'existe a. pas, ça. non, mais Ah non, mais effectivement, il ne faut pas prendre des cas rares puis se dire que c'est des cas fréquents, d'une Mais non. part. Mais on peut aussi se dire, voici les balises de cas extrêmes. Un enfant d'11 ans devrait peut-être probablement pas travailler, mais dans l'article, Mais ils mon disent fils pas de la 11 ans, il distribution. travaille. Non, mais je veux dire, quand je dis travail, là, je parle, mettons, 10-15 heures semaine. Non, Right? non, Mais tu sais, mais ça, j'accepterais pas ça parce qu'il n'est pas rendu là. non, mais tu vois, là, on établit une balise. Mettons qu'on dit, là, pour simplifier, puis juste pour la conversation ici, 11 ans, non, zéro. OK? À partir de 11, tu peux, dans certaines industries seulement, ou un certain nombre d'heures seulement, puis ça peut grimper avec l'âge. Mais il y a aussi, le problème de faire ça, c'est que tu codifies, mais l'article que je viens d'envoyer à Frank montre que les gens qui parlent de ça, parce qu'on si on leur demandait leur opinion sur l'autre chose que je t'avais de mentionner, tu verrais une dissonance cognitive complètement élevée. Dans plusieurs endroits dans le monde, on reconnaît l'effet que le travail chez les jeunes augmente de manière modeste, mais quand même positive, le décrochage scolaire. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais il y a des pays que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé euh, de faire des salaires minimums qui étaient spécifiques au groupe d'âge. Puis voici pourquoi c'est important. C'est que généralement, la productivité marginale du travail d'une personne qui est jeune, parce qu'il n'y a aucune expérience, parce qu'il n'y a aucun savoir-vivre, parce qu'il n'y a aucun contrôle de ses C'est le émotions. premier barreau de l'échelle. Il est en bas, lui. Là. Il est en bas. Lui, il est probablement sur le marché, s'il n'y avait pas de salaire minimum, il serait probablement payé En bas. moins que le salaire minimum. À ce salaire-là, probablement que ça serait plus intéressant de poursuivre ses études. Right? Mais il y a des pays que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ben écoute, si on est pour se créer un salaire minimum, on va en créer deux. Comme ça, au moins, tu n'es pas en train de forcer tous les travailleurs à se retrouver au même salaire dans une certaine zone de qualification. On va faire un pour les plus que 18 ans, puis un pour les moins que 18 ans, ou dans certains pays, c'est 21. Puis ce que tu vois, c'est, mais quand tu mets un salaire minimum beaucoup plus bas, disons, pour les plus jeunes, l'effet que ça a, c'est pas que les plus jeunes se font exploiter, c'est qu'ils vont moins travailler, tout simplement parce que l'employeur, quand il veut l'avoir, il va l'embaucher uniquement dans la mesure un salaire moindre. Et ce qui se passe, c'est que, parce que ce qui se passe maintenant, c'est quand tu le mets à 8 l'employeur, s'il y a un coût de recherche d'un employé, il va prendre la première personne qui vient, puis si c'est un 15 ans qui est le premier qui arrive à se présenter, s'il augmente les ventes de 10 mais qui coûte 8 il va l'embaucher, même si techniquement, là, sur le marché, il aurait préféré payer 6 ou quelque chose comme ça pour la productivité que l'enfant a, ou peu importe. L'idée, c'est que tu surpayes relativement au coût de recherche. Mais quand tu crées un autre salaire minimum pour deux catégories de travailleurs différentes, c'est un peu comme si tu ajoutais un peu quelque chose qui ressemble au marché. Le résultat, moins de décrochage scolaire.
Ben, Maintenant, moi, j'ai va vu voir, du va décrochage universitaire avec des gens qui obtenaient un emploi à la SAQ. mais maintenant, va voir Marois Risky, là. Demande-lui si elle veut qu'on crée un autre salaire minimum Non, qui fait que pour les plus bas que je 21 donne la ans, réponse. disons, Ah, mais en bas de 21 ans, le salaire minimum est, disons, 75% du salaire minimum des adultes. Je te garantis que ça, puis l'article, on peut prendre la conclusion clé Ouais, de mais là, l'article. regarde comment on va twister ça. Attendez, M. Gelozo. Vous suggérez, le salaire minimum est autour de 14 au Québec, là. Vous suggérez que le salaire minimum des jeunes soit de 12 ou de vous 11 voulez du l'heure. cheap labor. Vous voulez encourager les employeurs à exploiter les jeunes enfants, M. Gelozo. Ah, mais attends, Yann puis Vincent, là, je veux juste vous lire un bout du reste de l'article sur Radcam. Là. Moi, je trouve ça surréaliste. Là. On voit de plus en plus de jeunes, donc le risque de blessure existe et ça pose plein d'autres défis. C'est une nouvelle réalité. Comment encadrer ces jeunes-là? Il faut trouver des solutions maintenant, car le problème, c'est maintenant qu'il arrive. OK? Puis là, tu Mais ça, descends un c'est peu. nouveau, ça, ce phénomène-là, des Tu jeunes qui travaillent. Ah, Moi, j'ai mais l'impression qu'il y a moins de jeunes qu'avant qui travaillent. écoute bien la phrase suivante. On ne peut pas laisser aux enfants la responsabilité de leur propre bien-être. Là, j'imagine que la suite logique de ça, c'est donc la responsabilité de leur bien-être. Ça va aller avec nos lois puis nos. Ah nos- ouais. C'est Le comme si. gouvernement va bien s'occuper de nos enfants. Oui, exact. C'est ce qu'on comprend. Là. Parce que là, ils disent, bon, le monde du travail est pensé. On dirait que l'article est écrit comme si les enfants de 11 ans travaillaient 40 heures semaine. Mais ça n'existe pas, ça. Puis là, ils disent en plus dedans que, dans le fond, si tu engages un enfant, là, tu lui donnes de l'argent. Fait que là, il va aimer l'argent puis il va lâcher l'école. En gros, c'est un peu ça Hey, que. excuse-moi, là. Le dernier de nos soucis présentement avec les jeunes, c'est le travail. Je pense que Fortnite est plus problématique que le travail. Écoute. Honnêtement, moi, je ne suis pas fermé à l'idée de reconnaître que là-dedans, il y aurait ou il pourrait y avoir un problème ou de l'abus, mais je lis ce qu'on me présente comme information, mais je ne vois pas quel est le problème. Moi, du Tu sais, moment que c'est fait jeune, de manière consentante. Un jeune qui travaille 10 heures semaine, c'est des parents qui l'exploitent. Un jeune qui gagne 20 heures semaine, on n'en parle pas. Écoute. Puis 20 heures, il y a des jeunes à 40, là. Oui, mais encore une fois, moi, je comprends le point, là, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur le truc du salaire minimum parce que la littérature est tellement claire là-dessus que des hauts salaires minimums augmentent la participation des enfants sur le marché du travail et a pour effet de réduire les taux de participation aux études, de compléter un diplôme et de continuer à des diplômes supérieurs. C'est vraiment important comme finding. Puis Puis une des raisons pourquoi les jeunes sont prêts à travailler avec des salaires moindres que le salaire minimum est très simple. Ils n'ont aucune dépense. Mais encore plus simple, c'est que le jeune, sa rémunération n'est pas seulement qu'en dollars. Sa rémunération est également en skills acquis d'une manière qu'il ne pourrait pas avoir autrement. Je veux dire, ouais, mais... non, mais dans l'éducation d'un enfant, Vincent, il y a des choses que tu peux faire comme parent, mais tu deviens limité à un moment donné. Quand il arrive à 10, 11, 12 ans, là, tu deviens limité. Là, il faut qu'il aille chercher une expérience de vie qui est différente et qui n'est pas nécessairement enseignée par le parent ou enseignée par l'école. Il va être enseigné par l'autonomie. Donc, va chez l'employeur, parle à l'employeur. Tu sais, je veux dire, une des choses que ma femme me parle souvent, par exemple, en pharmacie, elle avait engagé des jeunes, puis là, on est plus vieux, là, on parle de 16, 17, 18 ans. Elle dit une chose qui me surprend le plus, c'est que v'là 10 ans, les jeunes venaient me porter leur CV. Aujourd'hui, les parents viennent me porter le CV de l'enfant et je négocie l'horaire avec le parent. Elle dit, moi, je m'adapte, là, tu sais, je suis un employeur. Je vais dealer de la façon que j'ai à dealer avec peu importe ce qu'on me demande de dealer avec. C'est pas un gros pas vers l'autonomie. Ben exactement. Fait que, elle dit, tu sais, il y a ça, là, il y a un apprentissage à un moment donné qui doit être fait, puis que le travail sert à faire, puis il faut que les parents décrochent un peu aussi, qu'ils laissent aller un peu les enfants, puis tu peux te brûler aussi. Tu sais, je veux dire, si tu travailles 10 heures, 15 heures semaine, t'aimes l'argent, tu travailles fort, puis t'en fais plus, tu prends plus de chiffres, puis là, tes notes, ils baissent.
n'importe quel parent raisonnable va avoir une réunion de soir, puis va mettre ses limites, va mettre son pied à terre. Là. Tu sais, les parents qui aiment leurs enfants vont faire ça. Oui, mais en même temps, des fois, les parents, c'est difficile ils peuvent faire des erreurs, peuvent faire Ben oui. des mésestimations Ben, ils vont faire de moins l'ampleur du d'erreurs que problème. le gouvernement. Ben, exactement ce que je m'en allais dire. La question, c'est que il faut considérer c'est qui a le plus d'informations pertinentes au premier niveau en tenant compte de la première chose que j'ai mentionnée, qui est que quand tu regardes historiquement qu'est-ce qui est le déterminant du déclin du travail des enfants, ça n'a aucun lien avec... Le lien avec la législation est ténu à son meilleur et zéro à son pire. Ben, c'est surtout, Vincent, que de la manière dont le problème est posé, c'est comme s'il n'y en avait pas de règlement. Mais la réalité, c'est qu'il y en a. Ouais. Premièrement, si l'enfant a moins de 14 ans et moins, ça prend l'autorisation du parent pour le faire travailler. Deuxièmement, l'employeur est dans l'obligation de libérer l'enfant ou de ne pas céduler au travail l'enfant sur les heures de classe. Il a l'obligation que l'enfant soit chez lui entre 23 Tu heures vois, et 6 ou 7 heures le matin, je ça, pense. c'est beaucoup plus important que des réglementations quantitatives. Si, mettons, il y a un cas à faire pour les réglementations, ça serait des affaires comme pas du travail physique demandant. Oui, mais Right? regarde, même à Pas ça, des. c'est pas nécessaire parce que le parent qui tolérerait un employeur qui ne respecte pas naturellement les règles que François édicte là, c'est un imbécile. Ouais, mais Je il y en a des m'excuse, parents. là. Il y en a qui. Mais écoute, Mais oui, il c'est y en là a que des parents imbéciles, mais on oui, n'est pas obligé de faire des règles pour ça. je comprends, c'est pas ça mon point, mais je veux juste pas minimiser la chose que je comprends le cas pour. Parce que les enfants, ça crée toujours une sorte de zone grise pour n'importe quelle idéologie, n'importe quel cadre d'analyse, parce que l'enfant est ni une créature que tu peux subjuguer entièrement aux parents, non plus que tu peux entièrement le subjuguer à l'État. C'est une zone grise où ça varie selon les enfants. Il y a des enfants qui sont très matures, très jeunes, qui sont capables d'agir comme Ouais. des adultes, mais il y a des règles qu'on veut établir, il y a des choses qu'on ne veut pas permettre. On ne veut pas des Gabriel Matzef pour des raisons très évidentes. Fait qu'on Ouais. établit des règles dans le sable qui sont là pour éviter les zones grises. Puis c'est peut-être mieux dans des cas comme ça d'établir une règle qui est quand même compréhensible pour tout le monde, mais qui n'est pas sujet à interprétation trop. Donc, on peut dire quelque chose comme en bas d'un certain âge, pas de travail physique demandant, pas de conflit avec les horaires, pas avec les horaires de Mais regarde, cours. Ça, c'est des règlements qui sont où est-ce que assez tu as un clairs. point? Où est-ce que tu as un point, c'est, mettons, ce que Frank a dit, là. Pas le droit de travailler après 11 heures le soir pour un enfant de 12 ans à 14 ans, par exemple. Ben écoute, il faut être cave pour faire travailler un enfant à 11h30 le soir. Il faut être vraiment un astifi d'imbécile. Puis la réalité, c'est que si la règle était à 9h, probablement qu'elle serait respectée pareil, puis ça ne ferait pas chier le monde. Mais en la Oui, mettant à peut-être. 11h, tu mets une ligne comme... C'est pas réellement une intervention, c'est juste pour montrer que... C'est Ouais, vrai mais que en ça même Parce temps, que rien, les, là. parce en que même les temps, règles, la regarde, manière voilà. qu'ils sont. Ouais, Non, mais vas-y. voilà un peu de la perspective. Puis là, c'est rare, je me mets dans les souliers d'un étatiste, mais je peux comprendre un peu la perspective ici, là. C'est que l'enfant, si, mettons, le parent le laisse faire et que l'enfant, on peut reconnaître qu'il n'est pas. C'est pas qu'il n'est pas rationnel, c'est qu'il n'a pas encore développé, puis on le voit quand on fait. On a des manières de tester la rationalité, le développement de la rationalité chez les jeunes. La capacité de comprendre le discounting de l'avenir, de former des horizons temporels, c'est-à-dire de réaliser c'est quoi le coût Les futur enfants d'une sont action. dans le présent. Là. Mais même jusqu'à 18 ans, là, on n'est vraiment pas bon. Jusqu'à un certain âge adulte, on est vraiment mauvais à comprendre les conséquences futures Je de nos connais du gestes monde qui maintenant. ont 55 ans et ils ne le comprennent pas. Là. Avoir des parents merdiques peut avoir un coût sur un enfant qui, sans l'absence de ses parents, pourrait très bien réussir. Donc, je peux comprendre l'idée que dans certaines mesures, tu veux des balises pour limiter les dommages de parents absolument médiocres sur une partie qui est absolument innocente. Là, parce que l'enfant, c'est pas qu'il est con, c'est qu'il est en formation de talent, de gestion, de gestion cognitive qui ne sont pas faciles à développer, qui varient selon les enfants. Donc, tu veux établir une certaine règle
pour au minimum les protéger, baliser un espace entre, tu sais, Mais ça te fait. entre Tu sais quoi qui est hypocrite dans tout ça? On parle de ça, là. Puis là, balisé. Puis là, t'es extrêmement généreux aujourd'hui, by the way. Là. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Tu es vraiment d'une générosité extrême envers les étatistes. Mais je veux dire, on est au Québec ici. Ça, c'est la place de fou qui finance mal sa DPJ, qui protège zéro les enfants en justice. On parle bien du Québec, là? On est vraiment sur le travail des enfants. Hey, les communistes puis les anticapitalistes, pouvez-vous nous sacrer patience? Le travail des enfants, c'est pas le problème présentement. Là. Je comprends, mais en même temps, juste sur la base du principe, là, parce qu'on ne parle pas qu'on arrête de parler dans le détail de l'application au Québec, mais dans le principe de base, il y a quand même quelque chose à dire sur avoir des règles, mais en même temps, il faut considérer le coût de ces règles-là. Il y a des bénéfices si c'est d'avoir des épargnes, d'avoir une certaine autonomie, de pouvoir développer une autonomie, de pouvoir acquérir des talents qui ont une pertinence plus tard. Il ne faut pas sacrifier tous ces éléments-là. Donc, il faut une sorte d'endroit à naviguer entre les deux. Mais la chose que je pense qui fait que c'est l'hypocrisie des gens à lesquels j'étais généreux jusqu'à maintenant, c'est le fait que quand tu leur dis les choses que tu leur dis, OK, d'accord, c'est vraiment, mettons qu'on veut amener le chiffre le plus proche possible de 0. Right? Voici les choses qui vont avoir un effet. Plus de législation, le point qu'on fait ici, c'est que plus de législation va avoir soit des effets nuls ou sur certaines marges vont avoir des bénéfices qui vont être négationnés par des coûts, la perte de formation de talent, etc., etc. Alors, par contre, que les solutions les plus claires, que moi, je souligne comme, par exemple, si tu augmentes le salaire minimum, tu augmentes c'est super bien documenté. En fait, une des personnes qui avait le plus écrit sur ça, c'était Claude Montmarquette, qui est au Québec, qui avait publié dans un des top journaux au Québec. Puis son finding, voici le résultat, là, je vais citer mot pour mot. Our results indicate that the decision to drop out is affected by the legal age to access the labor market, high minimum wages, and low unemployment rate. Several policies that aim at reducing the number of high school dropouts are identified. Et une des choses qui est identifiée dans les policies, c'est arrête d'augmenter le salaire minimum, essaye pas de le mettre à 15$ de l'heure. Tu vas encourager le décrochage dans ce cas-là. Tu vas encourager le travail des enfants. C'est comme un effet qui n'est pas souligné dans la littérature, qui n'est pas souligné dans la conversation. Est-ce que l'effet va être gigantesque? Non, mais si tu as une cohérence intellectuelle, tu peux pas dire... Pas grand monde ici. C'est ça, qu'il y a pas peu de gens ont. Tu peux pas dire salaire minimum à 15$, puis aussi, on va faire toutes ces autres affaires-là. Puis à un moment donné, tu réalises que tu fais juste empiler des réglementations qui ont des effets pervers. Puis là, tu ajoutes des nouvelles réglementations ou des nouvelles lois pour régler les effets pervers de la première intervention, alors que peut-être si tu avais fait pas la première puis aucune des subséquentes, tu n'aurais pas le problème que tu décris au complet. Fait que tu peux être en train de créer le problème plus qu'autre chose. Le fait que le Québec a un salaire minimum relativement élevé, relativement à la médiane du marché des travailleurs peu qualifiés, ça peut avoir un effet sur justement le décrochage au Québec. Ou chez le fait, par exemple, que pour les francophones, le revenu étant plus bas chez les francophones, le revenu médian chez le travailleur francophone est plus bas. Peut-être que ça explique le fait que le taux de décrochage chez les francophones est plus élevé de 10 points de pourcentage que les anglophones. As-tu considéré la possibilité qu'il y a des choses que tu fais déjà qui causent le problème, qui causent l'indicateur que tu trouves problématique, que c'est toi qui l'as causé, ce problème-là, avec ta politique? C'est là l'espèce d'hypocrisie qui me tape ses nerfs dans la conversation. Ben oui. Puis tu sais, quand tu regardes, là, je suis dans un document qui s'appelle « Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire ». Ça date de 2017. Il y a un tableau ici, là. Indice de décrochage scolaire selon le nombre d'heures travaillées par semaine et le sexe chez les élèves du secondaire. Bon, on n'a pas l'âge, c'est pas détaillé par âge là, dans ce tableau-là, mais ce que tu remarques très rapidement, c'est bon, ça en blanc, c'est ils travaillent moins de 11 heures par semaine, 11 à 15 heures en bleu foncé, et en bleu pâle ici, le bleu plus pâle, c'est travail 16 heures et plus par semaine. Mais déjà, ce que tu vois, c'est que l'effet semble moins prononcé chez les filles que chez les garçons. Bon, on dirait que l'affaire que ça me fait penser là-dedans, c'est
comment tu sais, le lien qu'il y a entre ces deux variables-là, est-ce que c'est une affaire encore de poule ou d'œuf? C'est-à-dire Exact. que Oui, c'est exactement ça que je Et m'en là, je allais m'en dire. allais, moi aussi. moi j'arrête pas de penser à ça depuis le début qu'on parle parce que je me dis, bon, le taux de Est-ce que décrochage tu est déjà. travailles plus parce que tu es en train de décrocher tranquillement? Ben, c'est parce que moi, je pense que c'est beaucoup. Ce qui me fait dire ça, c'est la différence entre les gars et les filles. Les gars ont tendance à décrocher plus de l'école que les filles. On le sait, les statistiques le montrent. Et comme par hasard, tu observes cette même proportion-là, en tout cas une proportion similaire au niveau des heures travaillées versus. Pourquoi le travail nuirait moins aux filles qu'aux gars? 10 sur 10 pour la théorie économique, messieurs. Je suis tellement content que les deux vous ayez dit ça, là, parce que je m'en allais poser exactement cette question-là quand j'ai vu le graphique. C'est tout à fait possible que puis, la différence qu'il faut regarder, c'est la différence entre le décrochage de ceux qui ne travaillent pas en général et ceux qui travaillent, disons, 16 heures et plus. Le décrochage, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Là. Mais il faut aussi considérer que ceux qui travaillent beaucoup sont peut-être ceux qui voulaient déjà décrocher, d'une part, qui n'étaient pas dans un milieu qui était favorable à la poursuite scolaire. Fait que c'est quoi l'effet causal du travail des enfants dans des sociétés avancées? Dans des pays plus pauvres, disons, comme, prenons un exemple, le Kenya ou le Nigeria. Là, OK, ou le Québec 1940. Oui. Québec 1940. En fait, Québec 1940, c'était pas super élevé, hein, le travail des enfants. 1920. Ça, c'était plus élevé. Mais historien économique, il faut être précis. Mais non seulement ça, mais il y a un truc qui serait super efficace si vraiment tu veux moins de décrochage. Augmente l'âge obligatoire de l'éducation. Tu dis tu dois rester à l'école jusqu'à 18 ans. Non, mais on ne le respecte même pas. C'est 16 ans présentement, puis c'est même pas respecté. Non, mais tu veux une réforme qui est simple. Mettons, là, tu veux qu'ils disent ça. Tu fais juste dire, OK, ta crainte, c'est qu'il y ait du décrochage scolaire. Bien, on force l'enfant jusqu'à l'âge adulte de rester à l'école. Ou en tout cas, jusqu'à l'obtention de l'équivalent d'un diplôme. Là, non, ça, je ne serais pas d'accord. Jusqu'à l'âge adulte. Là, on définit un âge adulte. À l'âge adulte, si tu veux faire tes erreurs, tu fais tes erreurs. Mais on ne dit pas, mettons, à un adolescent qui a 17 ans, mettons, quelque chose comme ça, qu'il peut quitter l'école de même pour le plaisir puis travailler 40 heures semaine. Mais... Ah oui, c'est ça. Parce que, regardez, j'ai une autre affaire ici. Là. Le statut d'emploi des élèves et le taux de décrochage, là, chez les gars, en moyenne, si tu as un emploi, 21,8 % et si tu n'en as pas, 20,5 %. Le lien me semble quand même assez mince. L'effet causal est vraiment minime. Là. Écoute, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est pas ça le point qu'on fait. Je pense que n'importe qui est ici comprend, n'importe qui écoute comprend qu'on n'est pas en train de dire que le travail en grande quantité, quand tu es en bas de 18 ans, ça peut affecter ton décrochage scolaire. Ce qu'on dit, c'est que la proportion est probablement pas super élevée comme effet causal. C'est probablement d'autres facteurs qui sont plus importants. Il y en a aussi, par exemple, que tu pourrais faire qui seraient vraiment efficaces, comme, par exemple, des écoles de meilleure qualité, de donner aux enfants. Tu sais, en fait, si on pouvait trouver ça, là, si tu trouves ça pendant que je dis ça, ça serait vraiment cool, mais c'est qui, ceux qui décrochent, là, c'est quoi les motivations qu'ils donnent? Est-ce que le bullying, c'est une des choses qui est derrière? Est-ce que l'environnement de l'école est important? Parce que quand je parle souvent de school choice, là, une des dimensions qui est sous-appréciée du school choice, c'est que les parents peuvent agencer leurs enfants avec des écoles qui sont plus représentatives des caractéristiques que l'enfant a besoin de satisfaire. Ça veut dire peut-être qu'un enfant qui a besoin d'une école plus sportive, où il y a plus de programmes sport-études, il va dans une école où il y a des programmes sport-études, puis ça génère une meilleure santé mentale, ça fait que son développement est plus approprié. Permettre aux parents de choisir des écoles selon des caractéristiques non cognitives, qui ont des aspects indirectement liés à la performance scolaire, ça augmente la persistance à l'école si tu as un enfant qui est juste plus heureux dans son école. Ça ne vient pas avec des mesures comme des réglementations, ça vient avec un marché pour l'éducation, avoir un choix pour les parents, puis pas avoir le choix entre des écoles privées subventionnées
puis ton école de quartier de merde. Ben, pendant Ou que une tu bonne parlais, école si t'es à Westmount. pendant que tu parlais, ce que j'ai trouvé, je ne sais pas ce que ça vaut, là, mais c'est un document français produit par le ministère de l'Éducation qui, dans le fond, ils ont questionné plusieurs jeunes là, qui avaient décroché. Là. Je pense que c'est 17 000, mais je ne suis pas sûr. Là. J'y vais à brûle-pourpoint. Là. Et il donnait des énoncés, dans le fond, sur j'ai décroché parce que, avec des choix de réponse. Et les 4 premiers qui reviennent dans 52% des cas, c'est j'ai été trop souvent absent. Donc, dans le fond, une espèce de spirale où tu commences à manquer de l'école. Deuxième, je n'aimais pas l'école. Troisième, je m'ennuyais. Et quatrième, je n'étais pas heureux à l'école. Donc, si on les ça, molle. c'est vague un peu, mais j'aimerais ça savoir pourquoi ils n'étaient pas heureux. Mettons, est-ce que c'était qu'ils étaient dans une école où, mettons, il y avait beaucoup de bullying, où il y avait beaucoup d'agressions entre enfants? Ouais, puis c'est beaucoup mal adapté, l'école aussi, pour... Tu sais, quelqu'un qui va être travailleur manuel plus tard, tu découvres pas ça à 16 ans, là. Tu le sais bien avant, là. Il y a des difficultés scolaires, il y a de l'inattention et il y a un goût pour d'autres choses. Il aime travailler à l'extérieur, il aime gosser, il aime taponner d'un moteur, il aime ce genre de patente-là. Pourquoi on s'entête avec ces gens-là à tout prix à les mettre sur un banc d'école jusqu'au bout? Je comprends qu'on veut en faire des bons petits citoyens. Mais pourquoi, autre que ça, pourquoi tu ne pourrais pas travailler à l'école? Ouais. Plein de choses à faire dans une école. Ramasser les cabarets dans la cafétéria, passer le balai. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est plus manuel, qui a moins d'intérêt à l'école, peut-être aurait moins envie de décrocher de l'école si on lui permettait, je ne sais pas moi, 5 heures par semaine de travailler à l'école et de toucher un salaire. Ma première job, je pense que je n'ai déjà parlé dans le podcast, ma première job, c'était de laver la vaisselle à l'école secondaire. La cafétéria, nous autres, de manière ça marchait à Cabano, c'est que si tu donnais ton nom pour laver la vaisselle, tu lavais la vaisselle toute l'heure du dîner. Et la cafétéria de l'école se transformait en un all-you-can-eat pour toi 15 minutes avant tout le monde. Fait que moi, je sortais de mon cours 15 minutes avant. J'arrivais à la cafétéria, je mangeais, je dînais à la cafétéria. Fait que là, je prenais tout ce que je voulais. Imaginez-vous quelqu'un qui est en poussée de croissance, qui est capable de prendre tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de limite de budget dans une cafétéria. Ça finit en poutine puis en bain des affaires, mais c'est quand même assez trippant. Puis après ça, moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de faire la vaisselle toute l'heure du dîner. Ma première vraie job, j'ai eu, dans le fond, d'une certaine façon. Ben, tu vois, moi, je pense que ça peut être une initiative. Ce genre de choses-là peuvent être des initiatives intéressantes. Là. Moi, je pense que je gagnais plus que le salaire minimum à cette époque-là, étant donné la quantité de bouffe que j'étais capable de manger en 15 minutes. mais c'est quand même vraiment hot. Ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a un truc qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, là, mais le bonheur des enfants à l'école, il y a moins de chances que tu sois capable de le maximiser si tu forces un one size fits all. C'est ça qu'on fait. On est dans le one size fits all à l'école. Je veux dire, ça là, je veux dire, je comprends même pas comment est-ce que. C'est la bataille qui est la plus difficile à faire parce que les aspects qualitatifs de l'éducation sont hyper difficiles à mesurer. Même si quand on le fait, ça montre vraiment que donner aux parents le choix des écoles. Puis quand on regarde même l'histoire de l'éducation, puis comment ça a émergé, puis comment tu avais, dans des sociétés qui étaient quand même assez pauvres, comment est-ce que les gens investissent massivement en éducation, essaient de développer des écoles qui ont des caractéristiques particulières, qui s'adaptent à une clientèle particulière. Puis le meilleur exemple, c'est un gars qui s'appelle James Tooley. Là, on peut se déplacer vers le tiers-monde pour voir ça. Tooley, ce qu'il montre, c'est que quand tu prends les recensements de ce que les gens disent avoir comme enrollment rates à l'école, généralement, les gouvernements, comme par exemple en Inde, vont calculer ça en fonction des taux d'enrôlement, des taux de... je ne sais pas c'est quoi enrôlement en français. Enrollments. Inscription. Inscription. Taux d'inscription aux écoles. Ouais. Mais ils vont prendre dans les écoles que l'État possède. Puis après ça, il va demander aux écoles privées d'envoyer des rapports pour complémenter ça. Il y a des écoles privées de haute qualité qui vont envoyer leurs rapports.
Mais ce que Tooley souligne, c'est qu'il a fait, lui, un recensement dans les villes les plus pauvres et il a regardé combien il y avait d'écoles privées à 1 $ par jour, que les gens payaient en plus du fait qu'ils payaient des impôts pour les écoles publiques. Puis quand on regardait le taux de participation scolaire, c'était du 2 pour 1. La sous-estimation était Hey, j'ai gigantesque. payé, vas-y. Quoi? Ben, je veux dire, j'ai payé, vas-y. Ça m'a coûté 1 $ t'envoyer là, Ouais. va à l'école. Oui, puis on parle Ouais. de gens qui sont vraiment très pauvres, dans des endroits les plus pauvres sur Terre, puis tu es en train de me dire qu'ils sont prêts à faire ces investissements-là. La réalité, c'est que les gens les plus pauvres sur Terre investissent massivement dans leur éducation. C'est un bien pour eux qui est un bien de luxe. Tu leur donnes 1 $ de plus, ils vont mettre plus qu'un 1 $ dans leur éducation, dans l'éducation. Tu augmentes leur revenu de 1 %, ils vont Ouais. dépenser 2 % de plus sur l'éducation. C'est vraiment impressionnant l'effet, comment est-ce qu'on sous-estime, la demande de l'éducation par les plus pauvres, mais comment aussi, quand les plus pauvres, tu leur permets d'avoir des services qui sont adaptés à leurs contraintes, aux besoins de leurs enfants, comment est-ce qu'ils en veulent encore plus, parce que tu augmentes non seulement la qualité du bien en termes de gains cognitifs, mais en termes de gains non cognitifs, fait que c'est encore plus la valeur que ça a pour les consommateurs est plus importante. Bien, l'État n'est pas capable d'identifier ça. Ce n'est pas un ministère à Québec qui est capable, puis un fonctionnaire qui est capable de comprendre la différence entre deux familles qui sont sur un même rang à Cabano. Là. Un enfant pourrait être super bon à l'école, puis ça sert en rang, puis il y en a que, t'en as un autre que tu l'assis dans un rang, puis ça ne marche pas. Là. Il ne va pas être capable juste de juste écouter pendant 4 heures. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui sont plus, qui ont besoin de voir, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont beaucoup plus auditifs, il y en a qu'il faut que tu leur laisses aller à leur rythme. La réalité, c'est que quand tu fais un one size fits all avec un bureaucrate qui décide, tu vas réduire la capacité des gens de vouloir investir dans l'éducation, puis de regarder vers le décrochage scolaire, de regarder vers d'autres trucs, puis de se dire, regarde, ça ne me donne rien. Mais si tu augmentes la qualité de l'éducation, comme on le voit dans des pays pauvres, où est-ce que les gens ont un marché qui existe d'éducation malgré tout, bien, ils investissent massivement dans l'éducation, puis tu regardes la vitesse de déclin du travail des enfants dans les pays en voie de développement, la vitesse de réduction est 3 fois celle des pays occidentaux. Ça nous a pris à peu près 100 ans à arriver au niveau qu'on observe aujourd'hui de ne plus en avoir. Mhm. La vitesse à laquelle des pays comme le Vietnam, l'Inde, la Chine sont en train d'éliminer le travail des enfants grâce à la croissance économique, c'est pas juste grâce à la croissance économique, c'est grâce à certains autres facteurs, mais c'est vraiment important de faire juste augmenter le rendement de l'éducation. Puis une des manières d'augmenter le rendement de l'éducation, c'est de donner des choix aux parents. Bien, c'est ça, il faut que ce soit payant et étudié. Ce que tu racontes là, Ah, ça me Vincent, puis fâche. on en s'enligne sur la partie Patreon. Là.